Bonjour les étudiants de l'ensemble 7, sciences économiques, semestre 3, euh, module échantillonnage et estimation. Monsieur Hillel. Voilà, je vais vous donner un ensemble de 4 exercices que je vais corriger avec vous et je vous donnerai le corrigé bien sûr et vous allez essayer de prendre des notes et de revoir, réécouter cet audio, pour répéter cet audio 2, 3 fois, le temps qu'il faut pour retenir ce que je vais vous dire. Alors, l'exercice 1. Vous avez 20%, d'ailleurs, à propos de ce que je vous donne comme PDF, moi, je vous conseille, si vous pouvez le faire, de copier le cours sur un cahier, sur du papier comme ça. Vous pouvez travailler sur des papiers et pas sur le téléphone. Donc ça, c'est préférable. Donc si vous pouvez copier, vous pouvez prendre des notes. Pour aujourd'hui, vous prenez des notes et vous avez devant vous 4 exercices corrigés, mais les explications, vous devez les suivre. Voilà. Donc voilà, 20% des étudiants d'un ensemble sont doublants. Ça veut dire qu'il y a 20% doublants et 80% non doublants. On tire au hasard un échantillon de taille 45 de cette population, supposée nombreuse, et on considère x égale nombre de doublants dans l'échantillon tiré. D'abord, pourquoi cette population supposée nombreuse? Pourquoi la population est nombreuse? On suppose qu'elle est nombreuse parce qu'on n'a pas précisé la nature du tirage. Est-ce que c'est un tirage avec remise ou sans remise? Mais s'il y a un tirage sans remise, avec remise, pardon, alors là, vous pouvez utiliser la loi binomiale. Si c'est un tirage sans remise, vous utilisez dans ce cas la loi hypergéométrique. Mais quand la population est nombreuse, ça veut dire que l'échantillon est très petit par rapport à cette population, et auquel cas le tirage sans remise et le tirage avec remise, mais ils sont presque identiques. Donc c'est pour ça que si vous avez une population nombreuse et vous tirez un échantillon, même si on ne précise pas quel est le type de tirage, alors vous considérez que c'est un tirage avec remise, et donc dans ce cas, on utilise la loi binomiale. Donc la loi de x, c'est une loi binomiale. Donnez la loi de x, calculez espérance de x, variance de x et écart type de x. Par quelle loi, peut-on approximer la loi binomiale de x? Donc, et puis calculer probabilité que x supérieur inférieur à 12, x comprise entre 8 et 14. Voilà pour, pour la, la réponse. Vous avez bien sûr n égale, vous avez dans cette population, le pourcentage c'est 20%, donc c'est 0,20 ou 0,2, c'est la même chose. Vous avez l'échantillon 45 étudiants, et x, c'est le nombre d'étudiants doublants dans l'échantillon. Parmi ces 45, combien y a-t-il de doublants? Ça, ce x qui est là, ça peut être 0 doublant, ça peut être 1 doublant, ça peut être etc. Donc vous avez n égale à 45 et x, le nombre de doublants dans l'échantillon. Quelle est la loi de x? Bien sûr, dans ce cas, la loi de x, c'est une loi binomiale de paramètre np avec n égale à 45 et p égale à 0,20 ou 0,2. Donc voilà la probabilité que x prenne la valeur x et combinaison de x parmi 45 ou nombre multiplié par 0,2 à la puissance x, 0,8 à la puissance 45 moins x, etc. Donc x, il peut aller de 0 jusqu'à 45. L'espérance de x, c'est n fois p, égale à 45 fois 0,2 égale 9. La variance, c'est n fois p fois q. Q, c'est égal à 1 moins p. Donc c'est n, c'est 45 multiplié par p, 0,2 multiplié par q, 0,8. Et ça donne la variance 7,2. L'écart type, c'est la racine de la variance, donc racine de 7,2 égale 2,68. Troisièmement, par quelle loi on peut approximer cette loi?
binomial, bien sûr, si n est supérieur à 30, regardez, si n est supérieur à 30 et p, la proportion est comprise entre 0,1 et 0,9, alors dans ce cas, la loi binomiale est remplacée, il est approximé par la loi binomiale, la loi normale, la loi binomiale de paramètres n et p, est approximée par la loi normale de paramètres np, la moyenne, et racine de npq, l'écart type. Donc, une loi normale pour approximer la loi binomiale. Donc, vous avez la loi normale de paramètres np et racine de npq. Donc, ça veut dire que x suit la loi normale. Ici, np, c'est 9, et racine de npq, l'écart type, c'est 2,68. Quatrièmement, on demande les probabilités. Proba que x inférieur à 12. Proba que x égale inférieur à 12. Vous remplacez x par t. Ça veut dire que vous faites le centrage et la réduction de x. Et vous avez t. C'est-à-dire x moins 9 sur 2,68 s'appelle t. Donc on a centré la variance. On a mis moins 9. On a centré la variance sur la moyenne 9. Et on a réduit, ça veut dire on a divisé par l'écart type. Et est égal à probabilité inférieure à 1,12 est égal à pi de 1,12 est égal, vous regardez la table pour pi de 1,12, si vous regardez la table de la loi normale, vous avez 1,12, c'est 1,1, dans la colonne 1, 1,1, et vous prenez le 2 en haut, donc ça fait 1,12, ce qui fait 0,8636. Donc 0,8636. C'est ça, la, c'est ça le, la réponse, c'est-à-dire le résultat. Donc c'est 0,8636 ou bien 86,36%. Pour la probabilité que x soit comprise entre 8 et 14, vous avez proba que de t, vous faites le centrage et la réduction. Donc lorsque vous faites le centrage et la réduction, c'est pour pouvoir utiliser la table de la loi normale, la table de la fonction de répartition de la loi normale. Donc si vous faites le centrage d'une variable normale et sa réduction, c'est pour passer à la table de la fonction de répartition pi de t. Donc voilà, vous avez entre x et x entre 8 et 14, vous avez donc t qui est entre 8 moins 9 sur 2,68 et 14 moins 9 sur 2,68, et vous faites les calculs, ça vous donne la proba que t soit entre moins 0,37 et 1,87, et on a vu dans la loi normale, on a qu'à retenir, voilà, dans la loi normale, vous avez les règles, on a écrit retenir, voilà, et 4 règles, 5 règles. Donc vous avez pi de 1,87 moins pi de moins 0,37. Et pi est égal à pi de 1,87 moins pi de moins 0,37, c'est 1 moins pi de 0,37. Et donc vous faites les calculs, et lorsque vous regardez la table, pi de 1,87, vous prenez 1,8 dans la première colonne, 1,8, et vous allez jusqu'à 0,07 qui est en haut, et 1,8, ça vous donne 1,87. Donc c'est 0,9693. 0,9693, et puis pi de 0,37, pi de 0,37 c'est 0,3, et vous passez à 7, donc et ça vous donne 0,6443. Moins 1 est égal à 0,6136, soit 61,36%. Voilà. Donc pour l'exercice 2, la proportion des ménages possédant une voiture dans un quartier résidentiel est 0,25. C'est-à-dire 25% des ménages de familles dans un quartier, ils ont une voiture. On prélève au hasard un échantillon de 36 ménages. Soit Fn, la proportion ou bien la fréquence des ménages possédant une voiture dans l'échantillon. Calculer la probabilité que Fn soit comprise entre 0,8 et 32.
Et si on suppose que la proportion P, qui était de 0,25, maintenant on suppose qu'il est inconnu. On suppose que la proportion P des ménages ayant une voiture est inconnue et un échantillon de taille 36 a donné la fréquence dans l'échantillon, la proportion dans l'échantillon 28% ou 0,28. Fn égale à 0,28. Donnez un intervalle de confiance de P, de la proportion P, à 98% de confiance. Bien. Alors pour l'exercice 2, nous avons bien sûr P égale à 0,25 dans la première question. Enfin, vous avez P égale à 0,25. 0,25. Et n égale à 36. Mais si vous prenez cet échantillon et vous comptez le nombre sur 36, il y a combien de ménages qui ont une voiture, alors vous avez par exemple 9 ménages qui ont une voiture, et donc 9 sur 36 est égal à 0,25. Ça, c'est la proportion, ou la proportion, le pourcentage dans l'échantillon. Donc vous avez 0,25 f petit fn. On prélève un échantillon de taille 36 et on considère Fn la proportion des ménages possédant une voiture dans l'échantillon. Calculez la probabilité que Fn soit comprise entre 0,18 et 0,32. Bien sûr, Fn, grand Fn, c'est une variable aléatoire. Vous regardez sur la page 4, exercice 2, vous avez Fn qui est une variable aléatoire. Et lorsque n est supérieur à 30, c'est très important, lorsque n est supérieur à 30, la fréquence de l'échantillon, c'est qu'il y ait une variable aléatoire, grand Fn, c'est pas petit fn. Petit fn, c'est le résultat. Lorsque vous tirez l'échantillon, avant de compter et de chercher la proportion ou la fréquence, alors c'est une variable aléatoire. Fn, c'est une variable aléatoire, c'est pour ça qu'on met grand Fn. Mais lorsque vous tirez l'échantillon et vous comptez, vous calculez, alors là, ça devient petit fn, ça veut dire le résultat, c'est un résultat. Mais lorsque n est supérieur à 30, alors la variable fn, il suit approximativement une loi normale. Donc lorsque n est supérieur à 30, fn, il est normal de paramètre p, la moyenne c'est p, et l'écart type c'est racine de pq sur n. Donc la fréquence fn suit une loi normale, p racine de pq sur n, si n est supérieur à 30. Si n est supérieur à 30, même si on ne vous dit pas c'est une population normale, etc., mais lorsque n est supérieur à 30, alors fn dans un échantillon, c'est une variable aléatoire normale de paramètre p et racine de pq sur n. Et qu'est-ce que c'est que p? C'est 0,25. Et racine de pq sur n, c'est 0,07. Donc fn suit une loi normale 0,25, 0,07. Et lorsque vous faites le centrage et la réduction, c'est-à-dire vous prenez t égale à fn moins 0,25 divisé par 0,07, c'est-à-dire divisé par l'écart cible, alors il suit une loi normale 0,1. Et cette loi normale, sa fonction de répartition, il est sur la table, c'est ça la table de la loi normale. Donc lorsque vous faites le centrage et la réduction, c'est pour passer à la table de la fonction de répartition qu'on appelle pi de t. Alors, premièrement, calculer la probabilité que la fréquence soit comprise entre 0,18 et 0,32. Donc, pour cela, vous allez mettre Fn moins 0,25 sur 0,07, c'est-à-dire c'est T. T égale à Fn moins 0,25 sur 0,07. Vous remplacez Fn par T. Ça veut dire que à gauche, vous allez mettre la même chose, 0,18 moins 0,25 sur 0,07. Et l'autre, 0,32 moins 0,25 sur 0,07. Sauf il y avait le Fn, donc Fn moins 0,25 sur 0,07 s'appelle T. C'est pour ça qu'on a remplacé par T. Et donc lorsque vous faites les calculs, ça va donner P, la probabilité de T compris entre moins 1 et 1.
Et lorsque P est compris entre moins 1 et 1, c'est 2 pi de 1 moins 1. Et 2 pi de 1. Pi de 1, vous regardez dans la table, c'est pi de 1,00. Donc 1,0 et 0, ça donne sur la table 0,8413. Donc vous avez 2 pi, 2,08413 moins 1 est égal à 0,6826, c'est-à-dire 68,26%. Donc c'est ça la réponse à cette question. Bien, pour la deuxième question, maintenant on suppose tout à l'heure, on a supposé P connu. P, la proportion de la population, il est connu, c'est-à-dire c'est une seule valeur, il est connu. Mais maintenant, on suppose qu'il est inconnu et qu'on désire estimer sa valeur par un intervalle de confiance. On a n égale à 36 et fn égale à 0,28. Donc, l'intervalle de confiance de P, c'est Fn moins T alpha racine. Bien sûr, Fn, il est normal, il suit le normal. Regardez comment on va tirer. Le Fn, on l'a donné, c'est 0,28. Et le N, c'est 36. Le seul nombre qui n'est pas connu, c'est T alpha. Alors, T alpha, comment on va le calculer? T alpha, il est tel que pi de T alpha est égal à 1 moins alpha sur 2. 1 moins alpha sur 2. Lorsque c'est une variable normale, alors le T alpha qui est dans l'intervalle de confiance, il se calcule en posant, lorsque vous mettez pi de T alpha est égal à 1 moins alpha sur 2, et puisque alpha la confiance c'est 0,98, alors le risque c'est la confiance c'est 1 moins alpha, c'est 0,98. Donc c'est alpha égale à 0,02. Donc 1 moins alpha sur 2, 1 moins 0,02 sur 2 est égal à 1 moins 0,01 est égal à 0,99. Et lorsque vous avez pi de T alpha égale à 0,99, la table vous donne T alpha égale 2,33. 2,33. Comment on a sorti le 2,33? Alors, il n'y a pas de... Le 2,33, vous avez 0,98. Et ça, c'est 2,32. Et pour 2,33, vous avez 0,99,01. Donc, il y a la valeur qui est proche de 0,99, c'est-à-dire 0,9000, c'est 0,9900, c'est 0,9901. Donc, c'est le 3. Donc, c'est 2,33 sur la table. Donc, pi de T alpha est égal à 2,33. Et nous avons l'intervalle de confiance de P, c'est 0,28, c'est-à-dire Fn. Nous sommes dans l'exercice numéro 2. Hein. Fn moins T alpha, c'est 2,30, etc. Vous faites les multiplications, ça vous donne 0,28 moins 17,44, 0,28 plus 17,44. Lorsque, au lieu de 17,44, si vous gardez deux chiffres après la virgule, alors ça va donner moins 0,17 plus 0,17, ce qui fait l'intervalle de confiance, c'est 0,11 et 0,45. Entre 0,11 et 0,45. C'est-à-dire qu'il y a 98% de chances pour que P, la proportion dans la population, soit comprise entre 0,11 et 0,45. Voilà, merci. Pour l'exercice 3, le problème c'est qu'on désire estimer le salaire moyen de la population des salariés d'une grande entreprise. On désire estimer le salaire moyen de la population des salariés d'une grande entreprise, donc des personnels. Et cette population, il est supposé normal, c'est-à-dire que la variable qui est définie sur cette population, il est normal. Le salaire, il est distribué normalement dans la population. Premièrement, on suppose l'écart type de la population, l'écart type sigma. On suppose qu'il est connu et qu'un échantillon de taille 25 a donné x bar égale 16,8, donné un intervalle de confiance de m.
à 95%. Si l'écart type, deuxièmement, si l'écart type sigma est inconnu, et vous avez un échantillon de taille 28 qui a donné somme des xi moins x bar au carré est égal à 2,25 et x bar égale 18,2. Donnez un intervalle de confiance de m à 98%. Bien. Alors pour l'exercice 3, bon, nous avons x, c'est le salaire d'un ouvrier, d'un salarié. On a x qui suit une loi normale de moyenne m et d'écart type sigma. Mais on vous dit ici, dans la première question, que sigma est connu. Si sigma est connu, vous restez dans la loi normale. Si vous prenez x bar, vous restez dans la loi normale. Et si vous prenez t, qui est x bar moins m sur sigma sur racine de n, vous restez dans la loi normale. Donc, quand sigma est connu, on reste toujours dans la loi normale. Quand sigma n'est pas connu, alors, si la population est normale, on passe à la loi de Student. Donc, la loi du Student, c'est lorsque la variance ou bien l'écart type n'est pas connu. Donc, sigma connu, il est égal à 2,5, x bar égale à 16,8. Donc, vous avez x bar, puisque x est normal, alors x bar est normal. Sauf que la moyenne de x bar, c'est sigma sur m, c'est la même chose, mais l'écart type, c'est sigma sur racine de n. C'est sigma sur racine de n. Donc, vous avez t qui est la variable x bar sont très réduites, x bar moins m sur sigma sur racine de n. Attention, sigma sur racine de n, c'est l'écart type de x bar. Donc, je centre x bar sur sa moyenne qui est m, et je réduis, je divise par l'écart type de x bar qui est sigma sur racine de n. Et lorsque vous centrez sur la moyenne et vous réduisez par l'écart type, alors on passe à une loi normale 0,1 et celle qui permet de passer à la table de la loi normale. Alors dans ce cas, l'intervalle de confiance de m, de la moyenne, c'est, nous sommes dans l'exercice 3, hein, l'intervalle de confiance de m, c'est x bar, qu'on a déjà donné, qui est égal à 16,8, moins t alpha, sigma sur racine de n, et x bar plus t alpha, sigma sur racine de n. Bien sûr, vous voyez bien que x bar, il est connu, sigma, il est connu, est égal à 2,5, racine de n, n est connu, donc on va connaître racine de n, mais sauf qui t alpha, qui n'est pas connu. Et t alpha, puisque on est dans une population avec t qui suit une loi normale 0,1, alors on reste dans la loi normale et vous avez pi, voilà, vous utilisez pi de t alpha est égal à 1 moins alpha sur 2 et vous calculez ce pi de t alpha et vous passez à la table pour avoir t alpha. Donc pi de t alpha est égal à 1 moins alpha sur 2 égale à 1 moins 0,05, c'est 95%. Donc 0,05 c'est parce que 1 moins alpha est égal à 0,95, mais alpha est égal à 0,05 divisé par 2. Et ça donne 0,975. La table de pi de t donne t alpha égale 1,96. Et je remplace dans l'intervalle de confiance, ce qui me donne 16,8 moins 1,96 sigma, c'est 2,5 sur racine de n, racine de 25. Racine de 25. Et donc, vous avez 16,8. Après tout calcul fait, vous trouvez 15,82, 17,78. Ça, c'est l'intervalle de confiance. Attention ici, vous avez remarqué que lorsque x bar suit une loi normale, et t suit une loi normale, 0,1, parce que sigma est connu, on reste dans la loi normale et on calcule t alpha avec pi de t alpha égale 1 moins alpha sur 2 et nous avons donc notre intervalle. Maintenant, lorsque sigma est inconnu, c'est très important, si sigma est inconnu,
même si n est grand, mais n ici il est inférieur à 30, sigma n égale inférieur à 30, raison de plus, ça, si c'est inférieur à 30, ça accentue l'existence de la loi de la loi de Students. Donc la loi de Students, il régit un peu cette population. Donc sigma inconnu, l'écart type inconnu, et n égale à 28. Bien sûr, le sigma qui est inconnu, on va le remplacer par quelle valeur? Par S. On va estimer cet écart type sigma dans la population par S. Et S, c'est quoi? Avec S carré, S, on tire de x S carré, la racine de S carré. Avec S carré égale à sigma, la somme de xi moins x bar au carré sur n moins 1, sur 28 moins 1. Parce que ici, dans la deuxième question, le n est égal à 28, c'est pas 25. Donc, 28 moins 1. Donc, vous avez ce qu'on appelle la quasi-variance. La quasi-variance, c'est divisé par n moins 1. La variance de l'échantillon, c'est lorsque vous divisez somme des xi moins x bar au carré sur n. Vous divisez par n. Ici, vous divisez par n moins 1, c'est ce qu'on appelle la quasi-variance. C'est-à-dire, quasi, ça veut dire presque. C'est presque la variance. Donc, est égal à 2,25 divisé par 28 moins 1, c'est-à-dire 27, et ça donne 0,038, pardon, 0,083 pour S au carré. Donc, le S qu'on cherche, nous, pour estimer sigma, pour remplacer sigma, c'est racine de S carré, donc racine de 0,083 qui donne 0,29. S égale à 0,29. Et nous avons donc X bar qui suit une loi normale. X bar, pourquoi X bar? X bar parce qu'on cherche à estimer la moyenne de la population. Donc il faut le faire à partir de la moyenne de l'échantillon qui est X bar. Donc X bar, c'est une variable qui suit une loi normale de moyenne M et d'écart type au lieu de sigma sur racine de n, puisque sigma n'est pas connu, on remplace sigma par S. Donc c'est S sur racine de n. Mais lorsque vous faites le centrage et la réduction, c'est là où vous voyez la différence. Lorsque vous faites le centrage et la réduction, vous avez t est égal à x bar moins m sur l'écart type. Mais ici, l'écart type, ce n'est pas sigma sur racine de n, c'est s sur racine de n. Et c'est pour ça que cette variable t, il ne suit pas une loi normale 0,1, il va suivre une loi de Student à n-1 degré de liberté. Donc c'est la loi de Student à n-1 degré de liberté. Ici, n égale par exemple à 28, donc n-1 c'est 27. Donc la loi Student à 27 degrés de liberté. Bien, l'intervalle de confiance est donc x bar moins t alpha s racine de n, x bar plus t alpha s sur racine de n. Mais le t alpha qui reste inconnu, qui est là, le s, on l'a remplacé, il a remplacé le sigma. X bar, il est connu, racine de n est connue. Mais le t alpha, il n'est pas connu. Mais ce n'est pas maintenant la loi normale, ce n'est pas la table de la loi normale qu'on va utiliser, c'est la table de la loi de Students. T alpha est tel que proba 2, valeur absolue de t supérieure à t alpha est égal à alpha. C'est-à-dire, ici nous avons alpha égal à combien? Alpha, puisque la confiance c'est 0,98, donc alpha égal à 0,02, et vous passez à la table du student, celle qui est à droite de la table de la loi normale, c'est la table du student. Donc vous allez voir 0,02 en haut, 0,02 en haut, et puis le student, c'est n-1 degré de liberté, n-1 c'est 27. Alors vous avez sur la colonne n, vous avez, ou nu, vous avez 27, et en haut, vous avez 0,02, et bien sûr, vous faites l'intersection, taqatur, 27 et 0,02, ça donne 2,473. T alpha est égal à 2,473. 2,473, c'est ça qui va remplacer le T alpha dans la formule de l'intervalle de confiance. Et vous multipliez 2,473 par 0,29, vous divisez par racine de 28, bien sûr, et vous faites 18,2 moins
ce que vous venez de calculer, 18,2 plus ce que vous avez calculé. Et ça donne, en fin de compte, l'intervalle de confiance égal à 18,06 et 18,34. Donc, il y a 98% de chances que la moyenne se trouve entre 18,06 et 18,34. Voilà pour l'exercice numéro 3. Pour l'exercice 4, on vous donne trois variables x1, x2, x3, trois variables aléatoires, normales, qui suivent la loi normale, et T1, T2, T3. T1, c'est la variable normale centrée réduite de x1, T2, c'est la variable x2 centrée réduite, et T3, c'est la variable x3 centrée réduite. Donc, ce sont les variables centrées réduites des variables x1, x2, x3. Quelle est la loi de la variable aléatoire y égale somme des ti au carré? I égale 1 à 3, puisque nous avons 3. Et déterminer b pour que la probabilité que y soit inférieur à b carré moins 2 est égale à 0,1. Voilà. Alors, vous avez trois variables normales. Trois variables normales. Et vous avez les centrées réduites de ces variables normales qui sont T1, T2, T3. Donc, T1, c'est x1 moins m1 sur sigma 1. Donc, ce sont les variables centrées réduites de ce. Alors, si vous mettez les variables centrées réduites au carré, et vous faites leur somme, T1 au carré, plus T2 au carré, plus T3 au carré, c'est la somme des TI au carré de 1 à 3. Alors, eh bien, cette variable-là, ça donne une variable, la somme T1 au carré, c'est une variable. T2 au carré, c'est une variable. La somme de trois variables, c'est une variable. Je vais l'appeler Y. Alors, Y, il va suivre une loi de qui 2 à n degrés de liberté. Vous avez n égale à 3, donc à 3 degrés de liberté. Donc, déterminer B pour que proba de Y c'est inférieur à B carré moins est égal à 0,1. Donc, vous avez la somme des TI au carré, il suit une loi de qui 2 à 3 degrés de liberté. Donc, si vous avez des variables normales, je le répète, si vous avez des variables normales, et si vous avez les centrées réduites de ces variables, et si vous les mettez au carré et vous les sommez, vous faites la somme plus plus. Donc, vous avez le total, ça donne une variable du qui 2. Donc, ça veut dire que la variable y, il suit une loi du qui 2 à 3 degrés de liberté. Quelle est la probabilité que y inférieur à b au carré moins 2 soit égal à 0,1? Or, y c'est quoi? On vient de le voir. Y c'est le qui 2 à 3 degrés de liberté. Lorsqu'on dit y suit une loi du qui 2 à 3 degrés de liberté, c'est comme si vous dites y est égal à qui 2 à 3 degrés de liberté, c'est la même chose. Donc, y il est remplacé par qui 2 inférieur. Et pour passer à la table de qui 2, qui est sur le pas de l'autre côté de l'autre page, alors vous avez les deux tables que vous avez devant vous sont des tables de qui 2. Donc vous avez qui 2 inférieur à b carré moins 2 égale à 0,1. Nous cherchons, pour utiliser la table, vous devez certes obligatoirement avoir qui 2 supérieur. Ça dépend de cette table qui est là devant vous. Il est assuré à droite, donc c'est Q2 supérieur. Donc, et nous avons Q2 inférieur à B carré moins 1, à moins 2 qui est égal à 0,1. Alors, pour avoir Q2 supérieur, donc ça ne va pas être 0,1, ça va être 1 moins 0,1, c'est-à-dire 0,9, 0,90. Donc, la probabilité que Q2 soit supérieur à B2 moins 2 est égale à 0,9 et pas 0,1. Parce que au lieu de inférieur, on a mis supérieur. La table du qui 2, qu'est-ce qu'il donne? La table du qui 2, vous regardez la colonne 0, 0,90 ou 0,9, c'est 0,90. Et vous avez 3 degrés de liberté, vous avez à côté 1, 2, 3.
3 et 2,90, vous avez directement là, devant vous, c'est 0,584. Donc, le nombre qui est caché, qui remplace b carré moins 2, c'est 0,584. Donc, ça veut dire que b carré moins 2 est égal à 0,584. Donc, si vous calculez, vous avez b carré moins 2,584 est égal à 0. Donc, c'est comme si vous avez x carré moins y carré, c'est x moins y, facteur de x plus y. Donc, vous avez b au carré, b moins racine de 0, 2,584, multiplié par b plus racine de 2,584 est égal à 0. Donc, cela veut dire que l'un des facteurs est nul. Donc, vous avez b moins la racine est égale à 0, b plus la racine est égale à 0. Donc vous avez b égale donc soit à 2,584, soit à moins racine de 2,584. Donc b, soit qu'il est égal à racine de 2,584, soit qu'il est égal à moins racine de 2,584. S'il vous plaît, pour les estimateurs ponctuels, un estimateur θ chapeau de θ, il peut être sans biais, il peut être convergent, il peut être à variance minimale. Donc, on peut dire qu'il est sans biais lorsque l'espérance de θ chapeau est égale à θ. On peut dire que l'estimateur θ chapeau est convergent lorsque sa variance v de θ chapeau, il tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et pour une variable du qui2, la variable du qui2, vous voyez sur le schéma, il n'est pas situé à gauche de 0, il est à droite de 0, donc il est toujours positif. Et voilà, donc vous allez à l'examen, Inch'Allah, vous allez utiliser la table, vous recevrez la table de la loi normale de Student du Qui2, ben, il faut apprendre à utiliser la table. Donc vous avez une table sur les documents que j'ai déjà envoyés, donc la deuxième ou troisième fois. Donc ce sont des tables où vous pouvez chercher les valeurs qui vous intéressent. Voilà. Donc sinon, je vous souhaite bonne chance à tout le monde et on se retrouvera le jour de l'examen. Voilà.